Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Et tu nous disais tout à l'heure que tu étais rapidement sortie du cabinet et justement avec ton rôle d'expert comptable, est-ce que tu t'es rapproché d'autres réseaux ou de syndicats Alors, j'ai d'abord eu des échanges avec 2 confrères, Isabelle et Franck Villalard. On faisait du benchmarking parce qu'on avait repris des cabinets à peu près en même temps. Donc on suivait un petit peu de ce côté-là. Et puis par la suite, en fait, cette démarche de communication qui a profité énormément à mon cabinet, il y a eu un moment, un point de basculement qui a été le lancement par Didier Plane des trophées Marcom. Ces trophées Marcom, ça a été une nouveauté dans la profession, c'est de déceler l'exemplarité de démarches de communication et de marketing qui ont été entreprises par des confrères et de les mettre en avant pour faire connaître les bienfaits du marketing et de la communication. Et dès que ça s'est trouvé à naître, moi j'ai postulé j'ai déposé un dossier au Trophée Marcom. Et je me souviens avoir dit à l'équipe dès l'époque, parce que j'avais confié ce dossier-là à une stagiaire expert comptable à l'époque, c'était Adeline, qui est mon associée maintenant. En fait, je lui avais confié ce projet de monter le dossier, on l'avait fait ensemble. Et on a mis une énergie de malade dans le dossier pour défendre l'initiative qu'on avait prise parce qu'on était conscient que ce qu'on avait fait, c'était probablement un petit peu exclusif, un peu inédit et qu'il y avait très peu de cabinets de notre taille, en tout cas il n'y en avait peut-être pas, qui avaient mené cette démarche au moment où on l'a fait. Et l'avis du jury a été dans le sens de ce que je pensais parce que j'avais dit à Adeline, de toute façon, on concourt, mais c'est pour gagner, donc on va mettre l'énergie. Des compétiteurs on quand va même. Gagner. Et donc j'ai eu la chance que le jury reconnaisse ce qu'on avait fait à la hauteur de mes attentes et de mes ambitions, c'était de gagner. Donc on a remporté cette année-là le premier trophée. Je me souviens, il y a 2 catégories, plus de 50 salariés, moins de 50 salariés. On a remporté la catégorie de moins de 50 salariés. Surtout pour la taille du cabinet, je pense que, déjà, toute votre démarche était innovante, mais d'autant plus compte tenu de la taille et des moyens, parce que forcément, dans les plus gros cabinets, on peut avoir un service communication, marketing ou au moins une personne. Mais là, c'était vraiment... Oui, c'était vraiment inédit. Et on avait aussi créé une fonction communication qui, par la suite, a été partagée dans le cadre du label Copilote, dont je parlerai un petit peu après. Et finalement, le fait d'être poussé à faire des choses finalement, quand j'ai créé le label Copilote, c'était à l'initiative de la demande d'Isabelle et Franck Villalard qui m'ont dit tiens, le marketing ça a l'air de marcher super dans ton cabinet, est-ce que tu peux pas nous aider? Je me suis dit je vais pas faire du consulting, donc je vais essayer de créer un mouvement qui permettent de partager ça. Et en même temps, j'avais le besoin, c'est toujours des opportunités, de l'agilité, c'est que je me disais, j'avais une personne en alternance en communication que j'avais pris pour avancer, et je me dis, mais après l'alternance, comment est-ce que je vais pérenniser son poste? Je me dis, la seule solution, c'est d'apporter ce service-là à plus de cabinets que le mien seul, parce que sinon, je vais pas pouvoir pérenniser son poste par rapport à la taille de mon cabinet. Donc, je crois que quand on a des objectifs, il y a un peu de chance, mais il y a aussi un petit peu comme aux échecs, on va faire des calculs de tactique, on prend la combinaison qui est la meilleure au moment clé pour tirer parti des opportunités qu'on a. Et tu étais encore expert comptable, alors comment tu envisageais le fait d'avoir une autre entreprise à côté ?
Ah bah, je pense que le fait d'être expert comptable et d'avoir une activité qui roulait, en fait, ça a été un facteur. Moi, je le voyais comme un complément de mon activité et un moyen de pérenniser mon service com. Et puis ensuite, j'ai vu que rapidement, à travers quand j'ai développé le label, que ça allait être un atout pour aller bien au-delà de la com. C'est-à-dire que le copilote allait amener en quelque sorte ses compétences en communication, mais que d'autres confrères allaient amener d'autres choses qui allaient apporter à copilote. Et c'est comme ça que l'idée du label est née et a commencé c'était en 2011. Et à cette époque, est-ce que t'étais déjà engagé dans un syndicat ou c'est venu après? C'est venu après. Oui, c'est venu après, c'est-à-dire non, c'est venu simultanément. Non, ça s'est trouvé à peu près simultanément parce que ayant remporté le trophée Marketing Com, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invité par les rencontres marketing communication de l'IFEC, qui était un événement qui était mené par Jean-Michel Chauvet à l'époque, qui est un des deux syndicats, oui, un des avec deux syndicats de la profession. ECF, oui. Et je sais pas bientôt si... 3 maintenant. Oui, avec Ensemble pour agir. On cite tout le monde, on n'est pas... on fait pas de pub. Non, voilà, je suis assez aujourd'hui assez détaché de l'approche des syndicats. Ce que je pense, c'est que c'est bien de pouvoir s'investir pour défendre des idées, pour défendre un avenir. Ce que je regrette peut-être parfois, c'est cette opposition un peu stérile qu'il peut y avoir entre les syndicats au niveau politique, parce que on est tous pour faire progresser la profession et finalement ce qui compterait, ce serait de se mettre tous ensemble, mais je pense que c'est pas toujours possible. En tout cas, ça serait ce que beaucoup de confrères, je pense, portent de leur vœu. Et donc, je me suis retrouvé invité, et j'étais invité au même titre que Françoise Savès à l'époque, qui allait prendre la présidence de l'IFEC quelques mois après. Mais j'étais même pas adhérent à l'IFEC, je connaissais pas bien le monde des syndicats. Et ça a été un point de bascule parce que l'été qui a suivi, je me souviens encore, j'étais Courgenville à Granville, je reçois un coup de fil de Françoise, mais moi j'avais pas son numéro, elle avait le mien. Elle m'appelle et elle me dit: Frédéric, voilà, je vais prendre la présidence de l'IFEC, monter une liste pour prendre la présidence de l'IFEC, et j'aimerais bien te solliciter pour que tu t'occupes de la communication, parce que j'ai bien vu que dans ton cabinet t'avais de l'avance et t'as sûrement des choses à dire pour aider les confrères dans ce domaine-là. Alors là, je me suis dit, je peux pas dire non, parce que je me suis dit, on me donne l'occasion d'agir, peut-être d'aider, de contribuer, probablement pour moi aussi de grandir, et j'ai tout de suite accepté. Mais dans le même temps, j'avais un petit projet secret, c'était que je voulais faire parce que j'étais toujours obsédé par l'informatique, les réseaux, et les réseaux locaux que j'avais développés me donnaient envie de le faire de manière numérique. Donc j'avais un petit projet, c'était de créer un réseau social dans la profession. Et là, c'est un hasard spécifique à la profession. Oui, parce qu'il y avait Facebook, c'était un peu le début, tout ça, voilà. Mais je m'étais dit, ça serait quand même bien si on pouvait regrouper la profession dans un réseau. Et c'était ma grande surprise, c'est que dans la suite de la conversation téléphonique avec Françoise, elle me dit: mais en plus, c'est pas tout. J'aimerais créer un réseau social pour la profession. Je dis: alors là, c'est incroyable, mais moi aussi. Alors, on a vite compris que valait mieux qu'on se mette ensemble plutôt que de faire les choses chacun de son côté. Et donc, je la remercie encore parce que on a créé Passioli à l'époque, qui a été le premier réseau social de la profession comptable, qui a compté jusqu'à 6000 membres, donc c'est énorme, et qui nous a aidé à créer des liens qui existent encore aujourd'hui avec certains confrères et consoeurs qui ont connu cette aventure. Et c'était seulement pour les experts comptables ou c'était aussi ouvert aux collaborateurs C'était pour les experts comptables et les collaborateurs, oui, mais c'était vraiment l'univers de la compta. Alors les gens qui prenaient la parole, c'était vraiment plutôt clairement des experts comptables à l'époque, plus que des collaborateurs, comme ça peut être le cas maintenant sur les réseaux, ouais, avec d'autres initiatives qu'on a lancées plus tard. Et 6000 personnes, c'est énorme. Comment vous arriviez à gérer le flux ? Eh bien, justement, ça a été une des raisons de l'arrêt au final de Passioli, parce que victime de son succès. Françoise avait comme ambition elle a candidaté avec l'IFEC aux élections du CSO. C'est le syndicat adverse qui a remporté les élections, et Françoise avait comme ambition d'apporter ce projet au Conseil national, enfin au Conseil CSO à l'époque, pour lui donner les moyens
les véritables moyens de se développer. Et dans le même temps, le projet avait connu une réussite tellement forte que ça a nécessité trop de temps. Moi, je faisais la modération. Mais la modération avec 6000 personnes, ça commençait à devenir très compliqué. Je pouvais pas le gérer tout seul. Et et le syndicat avait pas vraiment les objectifs ni la capacité de pouvoir monter un projet aussi vaste, pour embaucher des personnes pour faire de la modération. Et donc finalement ce projet s'est arrêté, mais ça a été une formidable aventure pour moi durant toutes ces années. 4 ans. Est-ce que justement le fait d'être dans un syndicat, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Enfin, je pense que tu t'es fait pas mal de réseaux aussi grâce à ça, qui t'a aidé peut-être par la suite pour le label ou... Ce que je recommanderais, c'est de pas rester seul quand on est dans un cabinet indépendant. Parce que moi, ça a été ma volonté au début pour créer le label Copilote, que ce soit à travers un syndicat professionnel, des rencontres fréquentes avec des confrères qu'on connaît très bien, à condition qu'il y en ait suffisamment. Voilà, c'est de travailler sur son cabinet, donc pour ça, il faut prendre de la hauteur, il faut sortir du cabinet, toujours la même recommandation. Et donc, aller dans un syndicat professionnel, ça fait partie de prendre l'air et de rencontrer des confrères, donc c'est forcément très profitable. En dehors des aspects politiques qui m'intéressent pas, c'est une capacité à vraiment prendre du recul, rencontrer des gens et faire évoluer nos projets d'entreprise. Et ça peut être bien aussi, je pense, de sortir de la profession, enfin de rencontrer d'autres entrepreneurs ou d'autres dirigeants qui ne sont pas dans l'expertise comptable ou l'audit. C'est également utile, effectivement, c'est ce qu'on organise notamment parfois aussi au sein du label Copilote, qui est un réseau de cabinets que j'ai fondé ensuite, c'est de faire venir des personnes hors profession pour voir quelles ont été les évolutions de ces professions. Par exemple, à l'époque, c'était le secteur de l'assurance. Par exemple, je me souviens d'une intervention de MMA que j'avais demandé aux rencontres marketing communication, parce que par la suite, Jean-Michel Chauvet, quand il a passé la main, m'a proposé de prendre la suite des rencontres marketing communication, ce qui m'a permis ensuite d'intégrer les commissions au sein du CNO, commission marketing communication d'abord, et puis management et compétences relationnelles ensuite. Donc, ça a été une succession d'opportunités qui m'ont permis de m'investir aussi au profit de l'ensemble de la profession et des confrères. Consoeurs. Et si on revient au label, la création du label, tu nous as dit que c'est parti de la communication et du marketing. Quelles sont les autres compétences ou les autres pôles que vous avez développés et comment ça a été perçu dans la profession au début? Ouais. Alors par rapport à ça, déjà, si je reviens rapidement en interne par rapport à mon cabinet en local, parce que j'ai eu l'aide de 2 de mes associés qui a été très forte, donc Adeline Potier d'une part, qui a créé l'agence d'Avranches, puis de Saint-Hilaire, Jérôme Fleury qui a intégré l'entreprise ensuite et qui a énormément développé le site de Granville. Donc c'est aussi grâce au fait qu'il y a eu des forts leviers de progression et des piliers solides dans le cabinet que j'ai pu progressivement me consacrer au développement du label. Et comment ça a été accueilli? Très bien. Moi-même, j'ai fondé le label parce qu'à l'époque, j'ai cherché un réseau de cabinets qui s'occupait de la partie entrepreneuriale. Et j'ai pas trouvé de réseau qui vraiment soutenait le développement entrepreneurial. J'ai trouvé beaucoup de réseaux qui s'occupaient d'associations techniques, qui s'occupaient de la technique, du dossier de travail, des spécialisations dans plein de domaines, etc. Très très technique, très intéressant. Mais moi, ce que j'attendais, c'était plutôt de m'aider pour développer mon cabinet. Et c'est un peu ce qu'on a essayé d'inventer avec le label, ou en tout cas de faire. Et ça a été très bien accueilli. Donc on a démarré à 6. Voilà, on est 6 cabinets. Ouais. On est aujourd'hui 50. Alors c'était 6 cabinets de taille qui étaient voisines de la taille de mon cabinet de l'époque. Donc ça faisait peut-être 50 personnes ou 70 personnes. Et là aujourd'hui on est 50 cabinets, 1500 personnes. Donc effectivement ça a changé de dimension, mais ça a, dès le départ été bien accueilli, mais ça a quand même pris du temps parce que il a fallu du temps pour faire connaître. Et puis je pense qu'on a commencé par un côté qui est très difficile, c'est le marketing et la communication. Parce que je sais pas si les confrères sont un petit peu fâchés avec ce domaine-là, mais ils l'ont été longtemps. Et quand on n'est pas dans le bon time to market, ça c'est important, c'est encore une notion qui est importante. On était trop tôt sur un marché. Je me souviens encore d'un congrès lunaire en 2012 où on était déguisé en
en kimono pour être les ceintures noires de la communication. On avait un peu surpris toute la profession, mais surpris ou plutôt choqué. fait peur. Oui, choqué et même plutôt fait peur. Et donc, la communication, c'était encore trop tôt en 2012 et on commence à être dedans maintenant quand même. Ça a mis beaucoup de temps dans la profession. C'était plus un rejet. Et donc, ça nous a un petit peu pénalisé au départ. Et je dirais, il y a une très très grosse accélération qui s'est opérée à partir de 2019 parce que là, c'était vraiment bien digéré. Et je pense que les grandes évolutions qui viennent encore devant nous, elles sont extrêmement porteuses et on le voit bien à chaque congrès qu'on fait. On a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au label copilote, d'indépendants qui veulent pas rester seuls et qui veulent avoir un levier opérationnel pour leur développement. Et tu disais que le label, c'était pas sur les questions techniques plus métier, mais plus entrepreneurial. Et qu'est-ce que tu entends par là? Il y a la communication, le marketing. Oui. Il y a également toute la partie RH, recrutement, fidélisation d'équipe, et puis la partie transition digitale. Donc on accompagne principalement sur ces 3 leviers. Avec le marketing, j'adjoins aussi la partie commerciale, donc communication et commerciale. Et avec ces 3 leviers-là, normalement on arrive à développer un cabinet ou à l'optimiser, parce que certains sont pas forcément dans une quête de développement aujourd'hui, mais vont vouloir, par exemple, optimiser, se concentrer sur un secteur, augmenter leur rentabilité. Enfin, chacun a son objectif. On essaye d'y répondre. Et comment ça fonctionne? Parce que les cabinets, ils restent indépendants. Pour autant, ils sont membres du label. C'est pas vraiment une franchise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Oui, en fait, par rapport à mon père, il avait participé, on l'a dit tout à l'heure, au développement de franchise. Et en fait, moi, j'ai pensé que pour la profession, c'était pas une franchise qu'il fallait. Parce que je trouvais que la franchise, il y avait un côté un petit peu trop directif. Donc j'ai souhaité créer un réseau dans lequel tout était proposé, mais rien n'était imposé. Donc en fait, je sais pas si c'est un défi que je me lance aussi en même temps à moi-même, c'est de se dire, je suis obligé de créer avec les équipes des choses nouvelles, et je suis obligé qu'elles soient en phase avec les attentes de mes clients membres, parce que si elles sont pas en phase, je peux pas vivre. Est-ce que, étant donné que on a fait le choix de baser un système économique qui n'est pas basé sur le pourcentage du chiffre d'affaires des membres, mais plutôt sur des prestations forfaitaires, qui sont en fonction à la carte de ce qu'on souhaite consommer. Donc, si je fais des prestations qui sont pas attractives, moi je vends pas. Si je vends pas, je peux pas vivre et je peux pas alimenter mon projet. Donc, je suis obligé d'écouter et je suis obligé de forcément répondre aux besoins du moment. Donc, de rester très proche de nos membres. C'était d'ailleurs le cas à Porto il y a quelques semaines, une grande phase d'écoute. Et donc, en écoutant, on prend conscience des challenges et des besoins des personnes qu'on accompagne, et on essaye de créer les offres de services qui leur répondent. Donc c'est une contrainte quand même que tu t'es mis. C'est une sorte de contrainte, ouais, mais je crois que c'est une volonté aussi de pouvoir toujours courir. C'est-à-dire, moi je dis souvent, j'ai pas peur d'être copié, parce que le temps que la personne copie, normalement, je dois être devant. Et si je suis plus devant, c'est que j'ai pas fait mon job, donc c'est à moi de me remettre en question. C'est une course, et que c'est pas et que c'est pas l'idée. Enfin, l'idée est importante, mais c'est aussi après, déjà, est-ce que tu la réalises ou pas? Comment tu le fais? Enfin, tout. Par exemple, toi, t'avais déjà du réseau aussi à l'époque, donc en fonction de chacun. Enfin, c'est même plutôt positif. Enfin, d'avoir des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché. Oui, il vaut mieux c'est ça. en avoir. Quand on est plusieurs en concurrence, c'est plutôt bon signe. En règle générale, c'est que le marché s'élargit. Alors, pour mener à bien le projet, puisque tu en viens à ce domaine-là, enfin le côté oser le faire et le développer, je voudrais parler de Cindy, qui est mon bras droit vraiment, qui m'accompagne dans le développement du label, qui a été dans le cabinet d'expertise comptable. Donc, je dis, elle était là quasiment en même temps que moi. Quand on a repris le cabinet, elle était collaboratrice. Elle était collaboratrice, ouais. Elle a eu un portefeuille client. Elle s'est ensuite occupée de développer les outils numériques, former les clients au numérique, et ensuite elle a décidé de suivre le projet du label, donc de poursuivre dans l'aventure. Et je dirais que c'est un équilibre professionnel qu'on forme avec Cindy, comme je forme un équilibre personnel avec mon épouse. Et on parlera peut-être un petit peu après des outils Assess First, qui sont des outils d'analyse de personnalité et de motivation. Et ce que je retiens, et ça c'est quelque chose qui peut être utile aussi à ceux qui nous écoutent, c'est quand vous êtes dans un projet d'entreprise,
ne prenez pas forcément que des personnes qui ont les mêmes affinités que vous et qui vont fonctionner de la même façon que vous. Il faut prendre des personnes qui sont parfois à l'opposé et faire l'effort, parce que c'est les personnes qui vont être les plus complémentaires. Donc avec Cindy, tous les ans, on a des débats par rapport aux idées, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. On n'est pas forcément d'accord. On arrive toujours à se mettre d'accord, mais moi je suis pas du tout dans la mise en œuvre des projets, et elle est à fond dans la mise en œuvre des projets. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé des projets qu'on mène en commun, ce sur quoi les idées que j'apporte et sur lesquelles j'inspire une vision, bah pour la mise en œuvre, ces idées, elles seraient rien si on n'arrivait pas à les faire. Donc c'est vraiment grâce à Cindy qu'on y arrive aujourd'hui. Et bien sûr à l'ensemble de l'équipe avec Coralie et les autres personnes que on a encore revues ce matin. Et on peut en parler dès maintenant du test Assess First. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est quelque chose que vous utilisez aussi, je crois, dans le service un peu RH que vous développez. À quoi ça sert ? Ouais. Je pense que je mettrai le lien. Oui. Le lien dans la description du podcast, parce que moi je trouve que c'est un outil qui est vraiment formidable et que je conseille à tout le monde. Oui, et puis on va faire une petite exclue pour le podcast. Si certains d'entre vous qui nous écoutent actuellement ont envie de découvrir leur test Assess First, je leur ai le plaisir de leur offrir. Donc, faut pas hésiter à nous contacter, que vous soyez expert comptable ou collaborateur ou étudiant, parce que ça peut aussi aider à l'orientation professionnelle. Je l'ai fait pour mes enfants et pour l'instant ça marche. Donc, alors les outils Assess First, ça va être un questionnaire auquel on va répondre, qui va permettre de identifier et mieux comprendre comment chacun d'entre nous on fonctionne. Donc c'est basé sur le modèle des Big Five en psychologie, et qui va aider à chacun à savoir en fait de manière assez fine comment on fonctionne dans une situation donnée, quel type de réaction, quel type de comportement on risque d'adopter, et puis quelles sont les motivations profondes de la personne. C'est-à-dire ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, comment elle veut le faire. Donc tout ça, ce sont des éléments importants, et puis aussi les façons de raisonner. Est-ce qu'on raisonne de manière plutôt numérique, plutôt avec le texte, enfin comment on est à l'aise, comment on apprend, nos modes d'apprentissage. Et la combinaison de ces tests permet d'évaluer les chances de succès et d'épanouissement. Donc il y a les deux aspects, le succès. Est-ce qu'on va être à l'aise dans un job? Est-ce qu'on va réussir? Et ensuite, est-ce qu'on va s'épanouir? Qui sont quand même deux leviers complémentaires. Parce qu'on peut réussir sans s'épanouir, et généralement ça dure pas très longtemps. On change. Et on peut aussi réussir et s'épanouir. On pourrait s'épanouir et pas réussir, mais l'ambition c'est de combiner les deux. Et ces outils sont vraiment utiles. Et nous sont utiles dans le recrutement, mais aussi dans l'évolution d'équipe. Et ce sont les outils qui nous ont amenés... il y a eu des podcasts avec Tancred notamment, vous pourrez les réécouter, ou Mélanie par exemple qui s'occupe de copilote numérique. Il y a également Cindy forcément, et Émilie qui utilise ces outils-là au quotidien, et également évidemment Tiffany qui s'occupe du pôle recrutement pour le label. Aujourd'hui on a vraiment on les a intégrés dans notre démarche parce que c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Et au-delà de l'aspect individuel, il me semble qu'il y a un aspect aussi avec l'entreprise ou avec l'équipe. Enfin, par exemple, moi, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est parce que j'ai passé le test, il y a une partie où c'est quel type de manager tu es et quel type de manager tu as besoin. Et donc ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est quelque chose auquel on réfléchit pas forcément. Effectivement, et en plus, c'est vraiment, comme on le disait tout de suite, l'épanouissement, il va se faire quand on est à la fois dans un job qui te plaît, mais aussi avec un management qui te plaît. On dit que 70% des départs, c'est lié au manager. Donc, il y a intérêt à pas se tromper au niveau du manager. Et alors, c'est le manager qui doit pas se tromper de personne au moment du recrutement. Mais aussi, parfois, si on se rend compte qu'il y a des incompatibilités avec des managers, il faut faire quelque chose. Parce que sinon, c'est sûr que les personnes vont partir. Et parfois, c'est juste un souci, entre guillemets, de communication, comme tu faisais le parallèle un peu entre l'équipe que vous formez professionnellement ou dans le perso, si vous êtes en couple, par exemple, où des fois, c'est pas un problème de vision ou d'objectif, de projet. En fait, c'est juste la manière de communiquer. Par exemple, je crois qu'il y a des personnes, même au niveau de la manière de transmettre l'information,
J'en parlais justement avec Jérémy Ranchy, je sais pas si écoutez le podcast, mais au congrès, qui disait qu'en fait, quand ils recrutent, fait passer des entretiens à des personnes, ils expliquent aussi, moi je fonctionne comme ça, par exemple, si tu m'envoies un pavé sur Teams, je vais pas le lire en fait, ou à l'inverse, il y a d'autres experts comptables par exemple qui vont aimer que tu envoies un mail très détaillé avec la situation, ou d'autres qui vont préférer que tu viennes toquer à la porte. Et en fait, c'est juste la façon de transmettre le message, de partager l'information qui peut des fois poser problème, parce qu'en fait, si t'envoies par exemple à Jérémy, si tu l'envoies à PSV sur Teams, il va te laisser en vue, il va pas te répondre, donc tu vas te dire il me répond jamais et tout. Ouais. Alors qu'en fait, peut-être que t'aurais été toqué à son bureau, il y aurait pas eu de soucis. Donc je pense que c'est bien d'apprendre à se connaître et aussi à connaître les autres pour adapter le langage. Oui, là tu touches vraiment au domaine du développement personnel, hein. Ça me fait penser forcément naturellement aux accords Toltec, parce qu'on se dit, il va penser que, on nous dit dans les accords Toltec, ne faites pas de suppositions. Donc en fait, c'est se dire, parfois on fait des suppositions et on a des a priori sur les gens, hein. C'est pareil pour les entretiens, hein, quand on reçoit, sur les premières minutes, ça génère des a priori. Et puis il y a aussi toute la partie développement personnel, c'est de mieux se connaître et de mieux communiquer. Parce que effectivement, dans les accords Toltec encore, la parole impeccable, c'est de se dire, forcément, quand on va parler aux gens, faut faire attention aux mots. Ça peut faire très mal, beaucoup plus mal que le physique parfois. Donc, c'est vraiment de travailler ça. Je pense que à une étape de sa vie professionnelle, moi je l'ai vécu, c'est un boost énorme de découvrir le développement personnel, soit en lisant, soit en se formant. Et je pense que, même peut-être en écoutant des podcasts aussi, il va y avoir pas mal de podcasts sur le développement personnel. Et je pense que chacun de tes podcasts, ça apporte aussi du développement personnel. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est de prendre du recul et de profiter de l'expérience des autres et de se dire, tiens, ça va peut-être me faire gagner du temps, ou ça va peut-être me faire modifier mes réflexes, m'améliorer. Ça me fait penser la meilleure version de soi-même. Ça me fait penser par exemple avec mon copain, où des fois quand je lui raconte des trucs, il me dit mais en fait toi tu penses comme ça et t'es comme ça, mais en fait les gens ils sont pas comme ça, parce qu'on a tendance à se dire moi je fonctionne comme ça, donc les autres fonctionnent pareil, alors que pas du tout en fait. C'est exactement la force d'Assess First, c'est de montrer en fait comment chacun fonctionne, et quand assez rapidement dans une équipe, quand on est en confiance, on accepte de se confier les uns les autres, parce que c'est des tests qui sont anonymes et pas anonymes mais personnels, ils restent réservés à la personne. C'est nous qui décidons de lever l'anonymat en disant voilà, ça c'est mon test, voilà comment je fonctionne, et rapidement quand on le partage au sein d'une équipe, on se rend compte qu'on fonctionne pas du tout pareil. Et là, en fait, au lieu de se dire celui-là c'est un con, en fait non, c'est pas un con, c'est juste qu'il marche pas comme toi. Et je mettrais quand même aussi quelque chose qui est important, c'est le système de matching entre le collaborateur, le manager, et même je crois qu'il y a au niveau de l'équipe ou de l'entreprise. La culture d'entreprise, aussi, oui. Oui, en fait, on évalue les chances de succès d'une personne dans un poste, à la fois par rapport au contenu du poste, du métier de la personne qu'elle va faire, du manager qu'elle a et de la culture d'entreprise. Essayer de en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle le recrutement prédictif. C'est ce qu'ils appellent le recrutement prédictif chez Assess First. Et ça utilise l'IA, je crois. Ça utilise l'IA également. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'on peut aussi trouver la place d'une personne dans une équipe, si c'est voilà. Donc il y a des fonctionnalités qui s'ouvrent, et c'est vraiment un domaine moi que j'invite chacun à découvrir, parce que ça a été une grande révélation pour moi et ça m'a beaucoup aidé. Ça a aidé beaucoup de mes projets entrepreneuriaux ensuite. Et je mettrais un petit bémol par contre sur la compatibilité avec les métiers, parce que par exemple le métier d'expert comptable, je pense que ils l'ont modélisé comme le métier, on va dire, traditionnel, et il y a plein d'autres façons aujourd'hui de faire le métier. Comme toi tu disais que tu étais plus dans la vision, les idées, etc., et pas forcément dans la mise en œuvre. Donc moi je sais que je crois que expert comptable, je crois que c'est marqué que je vais réussir genre à 60%, mais par contre que je vais pas m'épanouir. Mais en fait, comme on peut nous-mêmes créer la façon d'exercer aujourd'hui, faut quand même prendre un peu de recul sur... Tu as raison. Alors non seulement les modèles prédictifs qui ont été créés par Assess First sont en train d'être revus pour certaines professions, et ils vont être considérablement élargis dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que l'expert comptable, évidemment, c'est une profession qui évolue. Donc si la profession évolue, il faut faire évoluer le modèle prédictif aussi par rapport aux attentes. Mais chaque entreprise a la faculté de créer son profil de sa profession à elle, telle qu'elle la voit, pour en créer un modèle de référence, et pas forcément rester dans le modèle de référence standard, qui plus lui bâti
par l'expérience des recruteurs sur la profession. Ils prennent des cabinets de recrutement sur la profession, ils déterminent ce qu'attendent les professionnels d'un recrutement et en fonction de ça, ça crée des modèles prédictifs. Donc ça, c'est un travail qui est réactualisé actuellement. Et ensuite, chaque entreprise a la capacité à créer son propre modèle pour décrire un petit peu plus la culture qui la représente. Il faudra que je regarde alors si ça évolue avec les avec les changements de modèle. Peut-être que ça sera plus positif entre guillemets sur mon épanouissement en tant qu'expert comptable. Et justement sur le côté RH, je crois que c'est quelque chose que vous développez beaucoup en ce moment avec le label. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors au niveau du label, on a eu la chance ou le nez en fait de prédire en quelque sorte la saturation du marché actuel au niveau de l'emploi, en voyant finalement une profession qui se développe relativement bien sur le marché au point de vue économique et les formations qui ne suivent pas en termes de volume de diplômés la tendance exacte du marché des experts comptables. Donc on s'est dit qu'il allait y avoir forcément à un moment un point de rencontre un peu difficile et que ça allait se tendre. Alors, ça s'est trouvé accéléré en plus avec le Covid et avec l'évolution des modes de vie et des attentes de chacun. Donc tout ça s'est trouvé accéléré et le marché est devenu très très difficile. Et nous, on avait largement anticipé puisqu'on avait sur la décision d'un collaborateur, enfin l'idée d'un collaborateur d'un cabinet membre du label, qui est né pendant un rassemblement, décidé de créer un partenariat avec un label extérieur qui s'appelle Happy at Work. Et ce label Happy at Work permet de mener une enquête anonyme dans un cabinet d'expertise comptable pour avoir la véritable avis de ses équipes et pas seulement les avis exprimés spontanément, qui sont qu'une toute petite partie, notamment en ce qui concerne la partie négative, les critiques qui peuvent être apportées, elles sont rarement livrées de manière authentique et exhaustive. Parce qu'on a peur peut-être de comment ça va être perçu. Jugement, on a peur voilà, d'un certain nombre de choses, ce qui est normal. Donc, du fait d'une enquête anonyme, on récupère l'ensemble des informations qui viennent des équipes. Et ce qui permet aux dirigeants de mener, ou pas d'ailleurs, mais une véritable démarche de changement. Voilà. On les invite à la mener et on les accompagne avec des partenaires et du label Copiote que peuvent être Émilie Moulin ou Mélissa par exemple pour la partie RH, Mélissa Demandre. On va pouvoir intervenir dans les cabinets pour les aider à progresser et ensuite remesurer lors d'un Happy at Work suivant les progressions et pouvoir ensuite décrocher le label qui permet de mettre en avant aussi dans sa communication, toujours le lien avec la communication, c'est un point commun dans mon parcours, pour mettre en avant et faire savoir qu'on a un point de différenciation, c'est qu'on se soucie beaucoup de ses équipes et de leur avenir. Donc, généralement, derrière chaque enquête, il y a une réunion qui est faite par les associés, une réunion qui est faite aussi, qui est coordonnée avec Tiffany, qui s'occupe de ces parcours-là, ce qui génère une réunion d'équipe où on échange avec les équipes et en disant, voilà, on a pris conscience de ces remontées-là, on envisage telles actions, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et chaque cabinet avance étape par étape, année après année, et progresse. Ce qui a amené 12 cabinets l'année dernière à être labellisés sur une part quand même assez significative et un cap donné pour les autres, parce que l'ambition, ça serait que tous les cabinets du label puissent devenir labellisés Happy at Work, tu l'as compris. Et puis ça permet de faire un état des lieux et de mener des actions pour s'améliorer. Et ça, tout part de savoir de l'existant, où est-ce qu'on en est, si on ne sait pas. J'avais retenu une phrase, c'est ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc c'est une phrase qui plaît bien aux experts comptables en plus, puisque nous, notre rôle c'est de mesurer les performances de l'entreprise, me semble-t-il. Financière et bientôt, extra-financière, voilà, t'as bien compris mon allusion. Et je pense que dans ce rôle-là, qui est relativement noble, et le conseil qu'on peut apporter pour doper ses performances en quelque sorte, parce qu'à un moment donné, doper en toute légalité, sans forcément user de substances illicites, pouvoir former l'entreprise, former les équipes et les faire grandir. Et vous avez créé un compte Instagram récemment, Match Ton Cab, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, on a créé Match Ton Cab parce que on s'est dit que on avait un canal de communication qui était orienté majoritairement vers les experts comptables mémorialistes également, qui nous lisent, certains collaborateurs sur LinkedIn, mais on avait
sur LinkedIn peu de population étudiant forcément, qui sont peu sur LinkedIn et assez peu de collaborateurs malgré tout. Et on voulait, comme on essaye dans les posts qu'on fait depuis environ 1 an, faire grandir les experts comptables à travers un partage d'expérience. On voulait le faire au niveau d'Instagram pour les collaborateurs, parce que forcément les collaborateurs sont plus friands d'Instagram que de LinkedIn, et les étudiants éventuellement TikTok ou Instagram, mais c'est plus ces leviers là. Donc on a décidé de lancer Match ton CAB, qui est basé sur l'idée de pouvoir apporter à la fois parfois quelques aspects techniques, un peu de détente ou de dérision, mais aussi des messages sur le management, sur comment réagir par rapport à son manager, voilà. Pas mal de conseils qui vont aider les collaborateurs à grandir et à détecter aussi les moments où ils vont évoluer et à les pousser à évoluer. Donc dans leur cabinet, voire même parfois de changer de cabinet, donc pour trouver des nouveaux horizons. Donc essayer d'aider les collaborateurs à grandir. Voilà, c'est notre ambition sur Instagram avec Match ton CAB. Bah, je vous mettrai le lien pareil en description pour ceux qui veulent s'abonner. Merci. Et comment tu conjugues aujourd'hui ta casquette d'expert comptable et en même temps fondateur du label? Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai les 2 casquettes. C'est un équilibre de mon temps qui s'opère. On a tous 24 heures dans une journée. Ouais, c'est un équilibre montant. Aujourd'hui, je suis 55% copilote, expert comptable et 45% label. C'est quelque chose qui... Ah ouais, je pensais que c'était l'inverse. Non, pardon, je suis 55% label et 45% copilote. Oui, mais c'est quand même assez proche. Je pensais oui, que c'est assez proche. Je pensais que c'était plus marqué l'écart. C'est juste que c'est en train de s'inverser, en fait. C'est-à-dire que le label prend de plus en plus de mon temps. Oui. Voilà. Pour différentes raisons, on essaie de l'équilibrer aussi en fonction de l'évolution du cabinet de son côté pour que toutes ces évolutions se fassent sereinement. Mais effectivement, mon temps glisse progressivement vers le label copilote qui, avec son développement, demande de plus en plus d'investissement. Donc j'arrive à mener les 2. La chance que j'ai, c'est que les équipes sont situées au même endroit. Alors pas tout à fait au même endroit, il y a un étage d'écart, mais comme on a construit un grand projet interprofessionnel, on a à la fois le cabinet qui est au 2e étage et le label copilote qui est au 1er étage. Donc c'est assez facile de passer de l'un à l'autre et de combiner l'équilibre de mon temps, et ça m'épanouit comme ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton emploi du temps, enfin, genre à quoi elles ressemblent tes journées ou tes semaines? Je suppose qu'il y en a pas une qui est pareille, mais Alors mon emploi du temps, parfois je fais des petites boutades, mais je dirais je le découvre le matin. Ça paraît bizarre, mais en fait je vous ai parlé tout à l'heure de la complémentarité que j'ai avec Cindy et avec les autres membres de l'équipe. En fait, il se trouve que mon agenda est ouvert à mes collaborateurs. C'est la même chose pour Alexis, Daniel, avec lequel je travaille sur le copilote et mes associés. Ce qui fait que ils ont prise directe sur mon emploi du temps et ils me prennent des rendez-vous quand ils ont besoin de moi. Donc je suis une personne ressource qui peut aider le développement des projets. C'est un peu comme ça que je vois mon rôle. Parfois, j'en impulse certains qui sont nouveaux par des idées nouvelles, mais à d'autres moments, pour faire grandir les projets, je leur dis je suis à votre disposition. Et mon emploi du temps est ouvert, et c'est eux qui bookent des créneaux, un petit peu comme on pourrait le faire sur Calendly. Ils bookent des créneaux dans mon emploi du temps, ce qui fait que parfois, comme je suis pas toujours très organisé, Cindy, elle l'est énormément, et c'est la complémentarité qu'on trouve. Elle va me bloquer des temps qui vont permettre de faire avancer les projets, et donc finalement, parfois, quand j'ai pas regardé la veille, je découvre le matin que je vais faire ça, puis ça, puis ça. Et donc, pour moi, ça me gêne pas, ça m'aide. Parce que finalement, comme je serais pas forcément capable d'optimiser mon organisation, le fait que les autres le fassent pour moi, on a trouvé un bon équilibre. Et qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ce que j'aime le plus, c'est sûrement avoir une vision et faire en sorte qu'elle se réalise grâce à des hommes et des femmes. Et donc, c'est à la fois être capable d'avoir l'idée, de défendre ma vision, parce que parfois il faut la challenger aussi, c'est pas forcément acquis dès le début et j'ai pas que des bonnes idées. Ensuite, la mise en œuvre, et d'avoir une vraie organisation militaire en dessous pour être capable de mettre en œuvre et de mesurer les résultats, et d'avoir finalement l'énergie
de nos clients ou de nos membres qui vont nous dire que bah oui, on leur a apporté quelque chose, et c'est cette énergie, et des équipes également qui vont nous dire bah c'est chouette d'accompagner ces projets. Donc finalement c'est pour donner du plaisir à l'humain, créer des nouvelles données, des nouvelles idées qui vont donner du plaisir en humain et en même temps moi m'épanouir. Je sais pas si c'est avoir de l'impact. Avoir de l'impact, sur les gens ouais. qui t'entourent. Et ce que t'aimes le moins? L'organisation. Donc c'est pour ça que je m'en occupe pas du tout. Je suis totalement inorganisé, et je pense que je me suis rendu compte que j'étais plus fait pour l'entrepreneuriat, dans la vision, on va dire, dans le côté vision. Et je pense que l'expertise comptable, au point de départ, je suis tombé là-dedans par hasard. Je trouve que c'est un métier super, mais il y a plein d'aspects du métier sur pourquoi je suis pas du tout fait. Mais c'est marrant que l'organisation ce soit pas ton fort, alors que le métier d'expert comptable, commissaire aux comptes, ça demande quand même une rigueur, une organisation. T'as réussi à t'en sortir quand même? Ouais, j'ai réussi à m'en sortir en s'entourant. Et aussi, parfois, par rapport à sa personnalité, on dit souvent, on fait des efforts d'adaptation. Donc, quand on est animé par une passion, par un projet, on fait des efforts d'adaptation. J'en parlais tout à l'heure, je suis très timide et réservé, et j'ai pourtant animé des ateliers en direct sur Internet, dans un studio de télé. Plusieurs fois, j'ai animé une conférence devant 500 personnes au Congrès de l'Ordre. Et en fait, c'est toujours des moments où on sort de sa zone de confort, mais on est content de l'avoir fait après, et ça sert le projet, et ça sert la vision. Et à un moment donné, aussi, quand on a reçu des autres, on a envie de transmettre, comme quand on contribue aux commissions de l'ordre, quand on intervient devant un public pour porter la bonne parole, ben, quelque part on est content. Quand on répond à des mémorialistes pour les aider dans leur sujet, ben, je pense qu'aussi on essaye de répondre aux sollicitations extérieures qu'on a pour aider les autres à quelque part faire un bout de chemin vers leur ambition à eux. Ça nous aide à dépasser les barrières qu'on pourrait avoir au premier abord. Est-ce que tu es fier de ton parcours et pourquoi? Alors oui, je suis très fier de mon parcours. Bah d'abord parce que je m'éclate dans ce que je fais, donc l'objectif est atteint. J'essaie de prendre plaisir en chemin et pas seulement dans l'atteinte de l'objectif. C'est aussi quelque chose au niveau du développement personnel qu'on nous apprend, c'est de se dire si on attend toujours l'atteinte de l'objectif pour prendre plaisir, c'est un peu frustrant. C'est éphémère, je pense. Parce que une fois que tu l'as atteint, Alors, bien sûr, ça peut alimenter des caps qu'on franchit au fur et à mesure, mais au fur et à mesure du temps, essayer de prendre plaisir en chemin en ayant bien en tête l'objectif, parce que je suis plutôt un gagneur, donc j'aime bien l'atteindre et le dépasser. Donc je suis fier pour aussi la dimension de transmission que j'essaye d'apporter aussi à mes collaborateurs, à mes associés, et puis peut-être à des confrères, des consoeurs, et j'espère que ça va, eux, les guider d'une certaine façon à mieux réussir sur leur chemin et à atteindre leurs objectifs à eux. Et comment tu gères ton équipe vie pro, vie perso? Alors, je le gère de façon assez particulière, puisqu'il n'y a pas de frontières. Donc, pour moi, la vie pro et la vie perso, c'est la même vie. Mes enfants qui m'écoutent, j'espère que peut-être qu'ils m'écouteront sur le podcast, je vais leur conseiller. Ils vont sûrement me dire que c'est un peu long, mais est-ce qu'ils vont apprendre des choses peut-être? J'espère, oui, je pense qu'ils vont apprendre des choses. C'est de se dire, je me souviens plus de la question que tu me posais, Julie. C'était l'équilibre vie pro, vie perso. Oui. Alors, en fait, oui, c'est commun. Tout ça, c'est un tout. Je pense que l'équilibre qu'on a formé avec Marie-Hermine pour l'éducation des enfants et le soutien qu'on leur a apporté et qu'on leur apporte encore, ça a été sûrement à un moment donné, peut-être moi, un peu moins les voir, sûrement un peu plus aujourd'hui, être un peu plus disponible parce que ils sont plus dans des projets qui vont vers l'entrepreneuriat peut-être à un moment, et donc je peux les accompagner dans ce cadre-là. Donc je pense que c'est un équilibre, on a essayé quand même de trouver, de garder cet équilibre, mais en tout cas il n'y a pas de frontières. Moi je veux pas, quand je rentre à la maison, le boulot c'est fini. C'est pas ma façon de fonctionner. J'ai aucun jugement par rapport aux personnes qui pensent ça, parce que chacun trouve son équilibre à travers sa propre personnalité et ses propres objectifs. Mais pour moi, c'est pas comme ça, et c'est pas comme ça que je suis heureux. Donc j'ai besoin, à la limite, de faire ma passion,
de me faire prendre du recul, d'avoir des idées et immédiatement de coucher ça sur le papier, éventuellement d'interagir. Donc c'est assez... je prends des notes, j'envoie des messages à mon équipe, ils savent que j'attends pas de réponse de leur part aussitôt, mais c'est un message dont on va reparler ensuite, parce que comme je suis pas très organisé, je veux pas que l'idée s'en aille, et je sais qu'ils vont la garder dans un coin, et que le moment venu, quand ils ont le moment de le travailler, on va la travailler, ça va avancer, donc j'ai pleinement confiance dans l'équipe pour avancer. Et tu disais que toi, tu fonctionnes pas de la manière où quand tu rentres chez toi le soir, tu ne penses plus au travail, mais je pense que inversement, ça peut être aussi au travail où tu as des moments où je pense pas au travail. C'est entre guillemets plus personnel, mais de toute façon, moi je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais je trouvais que c'était très vrai ou c'était peut-être justement en discutant avec Jérémy, je sais plus, mais en fait de se dire que quand on arrive au travail, penser que on laisse tous nos soucis perso de côté, c'est pas possible. Ça influe forcément, l'un influe sur l'autre. Forcément. Donc c'est à nous de le comprendre. Notamment dans la relation managériale qu'on peut avoir avec des collaborateurs qu'on sent pas dans leur assiette un matin, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe et l'accepter aussi, parce que parfois on peut pas toujours agir, il faut parfois attendre. Et c'est au-delà des fois du travail et du. Et s'il y avait des choses à refaire, est-ce que tu les ferais différemment ou pas? Je sais pas. Je pense que ce qui me paraît important, c'est d'avoir la possibilité à un moment donné, de prendre du recul. Ça, je l'ai déjà dit, la stratégie. Après, oser les choses. Donc, c'est la deuxième étape. C'est d'oser. Ensuite, il va y avoir l'ambition et puis la persévérance. C'est-à-dire que voilà, c'est différentes étapes qui sont peut-être chronologiques, et je pense que la persévérance, c'est aussi ce qui permet d'atteindre ses objectifs, et pour moi, c'est en gardant ce cap-là, on pourrait dire que je me suis un peu garé à la fac puisque j'ai perdu 2 ans. En réalité, est-ce que je les ai vraiment perdus? Je sais pas. Ça t'a permis de rencontrer Marie-Hermine, parce que sinon vous auriez peut-être pas été dans la même classe. C'est ça, ouais. Donc je pense que il y a une partie d'opportunité, une partie d'agilité aussi qu'il faut garder. Et moi, je suis assez à l'aise de cheminer dans ces opportunités et de pas attendre quelque chose de particulier, tout en ayant quand même un objectif et une vision claire en tête. Et s'il y avait un conseil à donner au Frédéric qui a 20 ans, qui doit être, peut-être qu'il est en train de changer de cursus là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais lis, écoute des podcasts. Ça n'existe pas encore. Ah oui. Sors du cadre. Tout ce qui va permettre de prendre du recul et de pouvoir avoir une vision d'ensemble qui vont ensuite aider à avoir le macro avant le micro, quoi. C'est-à-dire là on est dans le micro, mais avant il faut une vision macro, c'est-à-dire voir vraiment avec de la hauteur, parce que si on prend de la hauteur, on voit mieux le cap et on est moins perdu dans les décisions du quotidien. Donc je pense que malgré tout, dans le parcours que j'ai fait, ça a été un peu le hasard au début, et après je lui dirais aussi sûrement de faire du développement personnel, et c'est pour ça que je parlais de lecture ou de podcast ou de formation. Ça me paraît un point essentiel pour gagner en maturité. Et l'audit, ça a sûrement aidé pour le côté prise de recul, où tu disais vision globale, etc. C'est certain. Écoute, merci beaucoup Frédéric. Merci à toi pour ce 2e enregistrement. Et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Julie, à bientôt. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.